Bonjour l'élite, nous sommes en septembre 2022 et aujourd'hui je vous propose une vidéo sur les indigènes. Elle sera en deux parties. Dans la première, on va s'inviter dans un projet de Wissam Zelka et on va voir comment on va être reçu. Et dans la seconde, on va un peu aller sur l'aspect culturel de la chose. Voilà, j'espère qu'elle va vous plaire. Et puis, c'est parti, pas de générique, mais on envoie le Wissam. Allez. Je me suis lancé un défi, alors on sait pas comment, on sait pas avec qui et tout, mais un défi simple, dans un an, au mois de juillet, je me bats sur un ring de boxe. Contre qui, on sait pas, où ça, on sait pas, mais l'objectif c'est que je me bats dans un an sur un ring de boxe, sachant... Ok, après il dit qu'effectivement il a pas d'expérience et du coup c'est le résultat de ces un an d'entraînement là, c'est la première session qu'il fait avec son pote et voilà, qu'à la fin il va affronter. D'ailleurs j'ai pas trop compris si c'était de la boxe thaï, boxe française, boxe anglaise, par un moment il met les pieds, mais en général quand on dit juste boxe, que ce soit en anglais ou en français, on entend boxe anglaise, donc les limites de l'invitation sont encore floues, mais écoute, Wissam, je sais pas si tu me connais, mais moi voilà, je suis tout à fait chaud, vraiment les deux mains, les deux pieds, enfin les coudes, les genoux, du MMA, de la lutte, enfin quel que soit le sport de combat, moi je suis chaud. Voilà, donc si on peut se mettre d'accord, s'aligner, ça ferait très plaisir. Alors oui, on peut se dire, oh là là, l'œil de l'élite, il a déjà quelques combats, il a un peu d'expérience, etc. Oui, mais moi, je m'entraîne dans la rue, hein, comme un authentique prolétaire, n'est-ce pas? Un petit blanc que je suis, n'a pas accès aux salles de sport comme ça, et j'ai pas de coach, j'ai pas d'encadrant. Moi, j'ai juste fait un an de cours il y a quelques années, et j'essaye de distribuer ça gratuitement dans la rue aux mecs qui viennent aux sessions, et c'est tout. J'ai peu de marge de protection, de progression. En plus, on voit pas mes sparring, etc. Mais enfin, si, je veux dire, on voit mes assauts, donc on peut voir mes failles, on peut voir où est-ce que je me protège pas, etc. Donc, ça pourrait, franchement, en étant encadré comme tu l'es et avec le matériel auquel tu as accès. En plus, moi, je fais que de la boxe anglaise. Donc, si tu pars sur du MMA ou de la boxe thaï ou autre, je suis défavorisé. Je m'entraîne pas. Je suis dans la rue. Moi, je peux pas m'entraîner à des techniques de sol ou autre. Après, on tombe. Bon, après, il y a de l'herbe à côté dans le jardin de Luxembourg. Donc, bref. Donc, voilà. Wissam, est-ce que tu es chaud? En ce moment, je suis à 70 kilos, mais je peux descendre jusqu'à 63 en faisant de la privation de nourriture. Donc, on peut être dans une catégorie de poids tout à fait équivalente. Et voilà, ce serait intéressant. Ce serait intéressant. Donc, j'espère que tu ne vas pas me ricaner au nez comme le petit Danny Caligula, hein, qui vient d'ailleurs à chaque session. Merde, j'ai pas été sur Instagram, j'aurais dû préparer. Il vient à chaque session. Voilà, heureusement qu'il est là pour apporter un peu du niveau au boxeur. Mais bref. Ça m'intéresse tout à fait, et comme je dis, quelle que soit la discipline, hein, là t'as un octogone, tu peux t'entraîner au MMA, etc. Moi j'ai pas accès à ces trucs-là, donc tu partirais avec un avantage, et ce serait intéressant. Voilà, après peut-être que tu vas affronter d'autres profils, c'est compréhensible, mais écoute, si ça t'intéresse, ou si tu veux passer à une session, voire à plusieurs, hein, on donne 2 sessions gratuites par semaine près du jardin de Luxembourg, ce serait avec plaisir. Voilà, bon, c'était ma petite introduction. Maintenant on va parler du sujet des indigènes. Et oui, vous avez peut-être cru que j'allais parler du pire du parti des indigènes de la République, et vous êtes tombé dans mon piège. Non, pas du tout. En fait, j'ai vu 4 œuvres, 2 livres et 2 films sur des indigènes, donc on va dire des peuplades autochtones qui, je suis allé regarder la définition avant, qui sont très marquées culturellement, et moi je l'entendais un peu dans le sens qui sont moins rentrés dans le processus de mondialisation, et voilà, on pourrait appeler ça primitif, mais c'est pas vraiment le terme, mais voilà, qui sont moins rentrés dans le processus de mondialisation et de libre-échange, même de domestication, enfin vous voyez, de sédentarisation, je veux dire. Sont toujours un peu plus sur un mode de chasseur-cueilleur ou autre, et voilà, et donc ils en sont pas au même niveau, on va dire, d'évolution technologique ou autre, et j'ai vu 4 œuvres qui peut-être vous avez vu ou que vous ne connaissez pas, et les 4, j'aimerais vous en parler. Voilà, alors je me suis dit, je pourrais aussi faire un sens critique comme fait Antoine Goya. Vous voyez, à chaque fois qu'il lit une œuvre, un film, un jeu vidéo, une BD, etc., il fait ça doit lui demander un temps fou et une organisation incroyable. Il fait voilà, il donne une note et après il raconte ce qu'il a pensé du truc, etc. C'est assez fou. Moi ça m'intéresse de faire ça parce qu'après t'as un recul sur tout ce que t'as consommé, enfin c'est même pas de la consommation, tout ce que t'as digéré, comment tu as pensé, etc. C'est super intéressant, mais enfin je sais pas comment il a le temps de faire ça. Moi c'est sûr que je l'ai pas, donc je me suis dit je fais une petite vidéo, peut-être que je pourrais gagner quelques euros dessus, plus avec le petit truc avec Wissam Zelka, ça me fera peut-être cliquer. Et puis écoutez, si je peux vous partager des œuvres que j'aime bien, on a déjà fait ça avec des BD, des films, donc c'est tout gagnant. Et puis j'aime bien parler, hein, de ce que j'ai vu. Allez, on va commencer. Je commence par quoi? Par les films plutôt.
Les deux films, non pas les livres plutôt. Les deux films, c'est Les Dieux sont tombés sur la tête, si vous l'avez jamais vu. My Name is Gulpilil. Et d'ailleurs, oui, on va faire un tour des autochtones de 4 continents. Donc l'Australie avec My Name is Gulpilil, donc les fameux aborigènes, pas aborigènes, aborigènes. Les Dieux sont tombés sur la tête, ça va être les fameux Khoisan. Khoisan, c'est une ethnie ou un peuple plutôt autour du désert du Kalahari, donc vers l'Afrique du Sud, je crois le Botswana aussi, peut-être une partie de l'Angola aussi, donc grosso modo Afrique australe, Afrique du Sud, alors vous savez, si vous avez suivi un peu un moment les vidéos de Henri de Lesquen là, où il parlait des cinq races, avec les Congoïdes, les Mongoloïdes, les Caucasoïdes, et après à la fin il y en avait 2 autres où il y a peu de représentants, c'est les Australoïdes, donc là c'est les aborigènes, et les Capoïdes. Voilà, donc dans cette classification, je ne sais pas si c'est vrai ou faux, mais en tout cas on peut, comment dire, on voit en fait pourquoi ils ne ressemblent pas effectivement aux Africains qu'on a l'habitude de voir beaucoup chez nous ou dans les films, etc. Et ils sont moins nombreux et ils ont vraiment des caractéristiques physiques tout à fait particulières. Et bref, donc ça ce sera le deuxième film. Après les 2 livres, donc il y aura La Voie Royale d'écrit d'André Malraux, où là on va parler un peu des Moy, qui étaient une ethnie cambodgienne. Alors dans le livre ils sont situés près de la Thaïlande, mais en vrai ils étaient plutôt au milieu du Cambodge. Et c'est un livre, je crois que je vous en ai déjà parlé, mais incroyable, parce qu'André Malraux, le résistant, enfin le mec qui était ministre avec De Gaulle quand il était jeune, il est allé décapiter comment ça s'appelle, des statues au Cambodge, vous savez, les statues des temples d'Angkor, parce qu'à l'époque, tu faisais ça, tu ramenais ça à des collectionneurs en France. Bah, c'était interdit, hein, pas le truc colonial, enfin les autorités coloniales, mais il y a quand même des mecs qui le faisaient, ils essayaient de cacher ça en douce et de revendre après des têtes en France. Donc bref, il a fait partie de ces expéditions, ça, il a fait de la prison au Cambodge pour ça, parce qu'il s'est fait choper. Et là, il raconte ça, donc je vais vous en parler après. Et après, peut-être mon œuvre préférée des 4, qui s'appelle, de Richard Wagamese, qui est un écrivain donc canadien de tribus, je crois Okinabe, un truc comme ça, donc c'est des tribus amérindiennes. Il a écrit 2 livres que j'ai lus et les 2 je les ai adorés. Le premier il parle de la relation avec son père. Enfin, mais je crois que c'est pas, c'est plus un roman qu'une autobiographie, mais en tout cas ça parle un peu d'une figure paternelle. Ça s'appelle Les étoiles s'éteignent à l'aube, très super beau. Et celui-là, Jeu blanc, pareil, que j'ai lu, ça m'a pris 2-3 heures de le lire dans l'avion, d'une traite, et très, très émouvant. Enfin, je vous en parlais plus en détail, c'était incroyable. Avant ça, petite pub, je crois qu'il y a 2 vidéastes, c'est Modin Malin et Noé Jacomet, qui ont commenté sur Twitter, qui m'ont dit super ces vidéos, tu devrais faire un peu plus de pub ou autre. Oui, vous savez que j'étais 1 mois au Cambodge avec ma femme cet été, et j'ai pas mal filmé ce qu'on a fait, ce que j'ai visité, et j'ai tourné après des vlogs avec de la musique, du montage, etc. Et c'est des vidéos qui me tiennent pas mal à cœur. J'ai pas mal travaillé dessus, et c'était putain. En fait, il suffit que je pense à ces conneries là de ce livre pour que je sois un peu ému. C'est tellement il est bien, parce que bref. Oui, et donc ça c'était chouette. Et voilà, vous franchement vous pouvez aller voir, il y a un épisode sur la boxe, voilà, je m'entraîne et après je fais des combats. Il y a des épisodes où on mange des insectes, et c'est pas que du folklore pour les touristes, hein. Il y a vraiment moi avec ma femme il y a quelques années, il avait plu près de chez elle, et on avait fait un piège avec de la lumière, plein d'insectes étaient venus, et après on avait pris les insectes d'un certain type, et après on les mange, soit on les bouillit, soit on les met dans de l'huile, soit on les fait frire, soit on en fait des omelettes, et il y a plein d'insectes différents, donc c'est un vrai truc. Et je pense que comme c'est des insectes sauvages, c'est pas des insectes d'élevage, ils ont pas les parasites là de la vidéo de Bruno Le Salé, donc voilà, peut-être bon à savoir, après ça à vérifier. Mais bon, oui, les Cambodgiens, oui, ils sont pas malades quand ils mangent des insectes et tout, mais peut-être qu'ils ont aussi un microcosme, enfin comment on appelle ça, vous voyez de quoi je parle là, les bactéries à l'intérieur de l'intestin qui permettent de mieux digérer, de pas être malade ou de combattre certains parasites, etc. Bref, il y a une visite d'un marché, enfin franchement, vous visitez un marché au Cambodge, vous voyez tellement de choses, enfin comment ils produisent, et là vraiment je vous explique en plus ces trucs, donc c'est super intéressant. Enfin même moi je me regarde de temps en temps les vidéos, ça me replonge dans ce mois qui était une parenthèse bénie, hein, entre ce que j'appelle l'esclavage, donc
le métro boulot dodo grosso modo, même si moi j'ai de la chance de faire des vidéos, de faire du sport, etc. Visite de la ferme, enfin les repas avec la famille, là le village natal. Franchement, il y en a plusieurs qui m'ont dit c'est des belles vidéos, etc. Alors faut réussir à y rentrer dedans, hein, c'est comme des vieux films ou autres, mais écoutez, donnez-leur des chances à ces vidéos. Enfin voilà. Bref, je sais que ça plaît à certains. Allez. On démarre, maintenant que je vous ai fait ça, par Jeu Blanc. Je pense Jeu Blanc, c'est qui est l'œuvre sur les 4 que je préfère. Avec en second Les dieux sont tombés sur la tête, qui est aussi très bien placé. C'est l'histoire donc d'un Amérindien qui naît, en fait. Je sais pas si vous le savez, il y a des BD qui racontent ça, il y a peut-être des films et des livres aussi. Mais les Amérindiens aux États-Unis et au Canada. Jusqu'à il y a peu de temps, hein, vu il y a encore 60-70 ans c'était le cas, et on voulait en fait à tout prix leur arracher leur culture et leur langage, et du coup on les formatait pendant leur enfance, on allait les prendre dans les réserves où ils étaient, et on allait les faire passer plusieurs années dans des je sais pas comment appeler ça, des espèces, enfin pas des orphelinats mais des pensionnats, voilà, des pensionnats souvent catholiques, où ben, on allait les frapper s'ils parlaient leur langue, s'ils montraient des signes d'insurrection, s'ils essayaient de s'enfuir, etc. On pouvait les frapper fort, et tout ça est extrêmement bien décrit. Ben, en fait, le livre est en plusieurs parties, hein, même si c'est pas des parties claires et nettes comme dans La Voie Royale, c'est quand même des parties où sa prime enfance, quand ils essayent avec sa famille d'échapper à ces trucs-là, puis finalement, et voilà, ils vivent un peu en... Bon, je vais pas tout vous divulgacher, mais en tout cas, il y a une partie avec la nature, il y a une partie dans le pensionnat, il y a une partie après où ils commencent à s'émanciper, puis une partie où il y a une déchéance, tout ça. Le truc raconte en quoi, en 200 pages, tout un parcours de vie, mais extrêmement intéressant, avec des scènes extrêmement fortes. Alors je me suis dit peut-être que je vais vous les lire, mais finalement je me suis dit non. Enfin les passages sur ces pensionnats sont incroyables. Enfin il y a par exemple un passage avec une fille. Enfin, il raconte un moment comme ça en 3 chapitres une dizaine d'enfants qui sont venus, qui ont essayé de résister et qui se sont fait briser par le pensionnat, et qui se sont fait briser soit mentalement, qui sont devenus à la fin complètement inertes, soit qui sont morts, qui se sont suicidés ou qui ont été tués à cause de manque de nourriture, etc. Enfin, tu lis ça et moi c'est ce que je vous dis, pourquoi ça m'a beaucoup marqué. C'est pas ces passages-là, parce que moi j'ai un peu pleuré en fait dans l'avion. J'ai une larme de chaque œil qui est tombée quand je disais ce truc-là. C'est arrivé plus tard, hein, quand il revient un peu sur sa vie et qui pense aux démons qui le minent de l'intérieur. Mais enfin, il y avait ces trucs-là vraiment. Moi, j'adore quand je lis des livres et que ça me plonge dans un état un peu de transe comme ça. Et enfin, vraiment, tu vis le truc à 100%, que ce soit des combats, que ce soit des trucs, etc. Et là, ça marche tout à fait. Donc, Richard Wagamese, Jeu Blanc. Le titre Jeu Blanc, c'est parce qu'il devient très fort en hockey sur glace. Et enfin, il y a toute une partie d'entraînement où après, il commence à rentrer dans les ligues, à faire des matchs, etc. Tout s'enchaîne parfaitement, et enfin c'est vraiment un livre que je vous conseille, qui nous apprend sur la culture amérindienne, sur ce qu'ils ont traversé, sur comment même le racisme anodin est vécu par le, enfin c'est du racisme anodin, ça veut dire quand il commence à devenir un bon joueur de hockey, ben il y a des gens qui vont comment dire, associer des clichés amérindiens à sa pratique, tout ça, et même s'ils font pas forcément mal, lui exprime très bien sur comment ça le heurte, etc. Alors tu te dis oui, bah le mec il a traversé des épreuves terribles, enfin entre le pensionnat, avec les sévices corporels, entre toute sa famille qui est morte, sa grand-mère qui, je vais pas vous le dire, mais il y a énormément de choses, et je peux l'apporter aux boxeurs ou sur Paris si vous êtes intéressé. Voilà, j'ai un exemplaire, donc dites-le en commentaire ou sur le Discord et je pourrais vous l'apporter. Excellent moment, ça se lit en 3 heures, et puis après on pourrait le faire circuler en d'autres personnes. Et donc oui, même lui qui a vécu des trucs insoupçonnables, enfin c'est très dur, ben, le fait qu'après il est là ramené à sa condition d'Amérindien alors qu'il veut juste jouer à son jeu et qu'il est très fort pour ça. Ben, tu vois comment ça peut le marquer et déchaîner en lui sa fureur. Et alors qu'il essaye d'être justement, enfin d'échapper au cliché du mec, de l'Amérindien qui boit, qui est agressif, etc. Mais finalement, il va tomber dedans parce qu'à un moment il se dit, j'en ai plus rien à foutre. Enfin bref. C'est un voyage et c'est incroyable, et ça m'a chamboulé ce livre, donc voilà, si je vous le conseille, vraiment vraiment bien. Allez, deuxième œuvre que j'ai adoré, Les dieux sont tombés sur la tête. Alors c'est un classique, hein, vos parents connaissent, vos grands-parents peut-être aussi connaissent. C'est un film, je crois, botswanais,
angolais ou un truc du genre. Donc c'est pas américain, c'est pas anglais, mais y a quand même une bonne réalisation et c'est un film qui a fait le tour du monde, qui a connu comment ça s'appelle, un succès incroyable. Il y a eu plusieurs suites, une deuxième qui est aussi tout à fait qualitative, qui est peut-être un peu moins bonne, mais qui reste quand même tout à fait du même niveau de qualité. Enfin, on a dévoré les deux avec ma femme un soir, puis le suivant. Et après, il y en a d'autres avec des Chinois, par contre, parce que les Chinois aussi ont adoré ce truc-là. Et après, ils lui ont fait jouer dans plusieurs films, et ils ont essayé de mettre de la mythologie chinoise avec cet acteur Koi-san. Et enfin, bref, ça, je les ai pas vus, mais enfin, j'ai vu que les Cambodgiens les Cambodgiens aiment bien parce qu'en fait il y a de l'humour un peu à la Charlie Chaplin et l'humour des Cambodgiens c'est en grosso modo Charlie Chaplin. C'est des mecs qui se cassent la gueule, des situations où des mecs essayent de mettre en place quelque chose et puis ça marche pas. Les Cambodgiens rigolent sans médire, de bonne foi, quoi. Si tu vas marcher, tu vas trébucher, tu vois. Alors que, enfin, il y avait personne en France, pense, rigole si tu as un mec qui marche, qui trébuche. Au Cambodge, ils vont vraiment se marrer, voilà, sans penser à mal. Et donc, bref, et ce truc-là marche tout à fait. Donc, il y a des scènes tout à fait incroyables, que ce soit dans le premier film avec la voiture ou dans le second film avec l'avion, où, justement, il y a ce genre de quiproquo physique où quelqu'un essaye de faire une action, puis ça marche pas parce qu'il y a des contraintes, voilà, avec un avion qui s'envole, le plancher qui s'explose, et après le mec est obligé de conduire son avion comme ça, le truc se baisse, etc. Ou avec le premier film avec la voiture a pas de frein, et le mec peut pas l'arrêter, sinon il arrivera pas à la redémarrer, donc il est obligé à chaque fois de la bloquer avec des pierres, il doit passer des portails, donc le mec est obligé de faire des trucs de ouf. Enfin c'est hyper bien fait, et enfin c'est super bon moment à la Charlie Chaplin. Il y a aussi toute une image, et je pense que c'est ça qui a bien plu dans les années, je sais pas, 80-90, quand il est sorti ce film, autour du mythe du bon sauvage, où il y a une très belle scène d'introduction où on montre comment finalement les Khoisan enfin cette tribu s'autorégule un peu avec leurs propres moyens technologiques, et l'arrivée d'une bouteille qui est un objet qui permet plus de choses que ce qu'ils ont en temps normal, vient perturber tout cet équilibre, et qu'après, ben voilà, il veut initier sa quête pour se débarrasser de l'objet maléfique, et voilà, donc t'as un truc très charmant, très touchant, où tu vois ces trucs là, tu dis ils ont pas trop de problèmes, ils vivent bien, ils sont adaptés à leur nature très rude, et puis on les respecte en plus en tant que chasseurs, en tant que personnes qui ont trouvé les moyens de résister, de survivre dans ces milieux extrêmement arides qu'est le Kalahari, désert du Kalahari. Donc il y a tout un truc où avec quand même des inexactitudes factuelles. Enfin à un moment il y a des rhinocéros qui viennent, qui sont excités parce que les feux, il y a soi-disant que ils disent dans le film que les rhinocéros éteignent les feux de forêt parce que c'est un peu leur rôle dans la nature, et donc les mecs dès qu'ils voient un feu ils viennent le piétiner et tout. Bon, ça je suis allé voir sur internet, c'est une connerie. Pareil, le fait que les Khoisan vivent encore beaucoup comme ça, séparés enfin sans être mondialisés, enfin vous voyez ce que je veux dire, ils sont restés sur ce mode chasseur-cueilleur, tout ça. Mais par exemple l'acteur principal, et il était bien content de recevoir de la thune avec son film. D'ailleurs les mecs ils l'ont floué, ils lui avaient filé que quelques centaines de dollars je crois au début, alors que le film a fait le tour du monde et tout, donc finalement ils lui ont donné plus d'argent. Donc bref, le gars s'est acheté une maison, tout ça avec. Donc allez vous renseigner un peu ce qu'il y a eu autour de ce film. Donc c'est Khoisan, ces fameux tribus qui se sont fait défoncer par d'abord les Bantous. Bantous, c'est plutôt les Africains classiques qu'on connaît, hein, qui sont plus grands. Là, c'est un peu comme des pygmées. C'est pas aussi petit que des pygmées, mais ils sont quand même plus petits, les Khoisan, et ils ont une tête différente. Ils ont ils ressemblent un peu à des Cambodgiens, et ils parlent avec comment dire, ils ont des sons comme ça. Qui se font office de voyelles, donc c'est assez atypique quand on les entend parler, quand ils s'expriment, voilà, ils vont parler et genre tu vois, ça fait partie vraiment de leur phonie, et donc voilà, c'est un excellent film on a un peu perdu. Enfin je sais que je l'avais commencé à le regarder quand j'étais tout petit, mais je sais plus, alors j'avais arrêté ou autre, et là enfin je l'ai revu et j'ai passé un extrêmement bon moment dessus, donc vraiment je vous le conseille, c'est très chouette. Voilà, très, très, très bon moment, et ça fait partie de mes films préférés, je pense. Il est dans mes top 3 des films préférés. Je mets le 1 et le 2 au même niveau. Voilà. Peut-être qu'un jour je vous ferai un top des films. Bref. Allez, on passe à la quatrième. Et ça, bah pareil, les dieux sont tombés sur la tête, streaming gratuit, vous le trouvez en 5 secondes. Et pareil, les dieux sont tombés sur la tête 2, streaming gratuit, vous le trouvez en 5 secondes. Et très chouette, voilà.
Allez, on passe à la troisième œuvre sur ces indigènes. Donc on a fait l'Afrique, on a fait l'Amérique du Nord, mais c'est on va dire l'Amérique tout court. On passe à l'Asie avec la Voie Royale. C'est scindé en 4 ou 5 grosses parties, je crois, avec une partie d'introduction un peu philosophique, un peu chiante, où le mec discute, en gros c'est le jeune André Malraux qui discute avec un vieil explorateur, et les mecs font un peu les bilans de leur vie et tout, enfin c'est assez difficile à comprendre et pas forcément très intéressant, c'est dur de rentrer dans le livre, mais après en fait la suite est super. Deux ou troisième partie, en fait, et après il va essayer de négocier auprès des services coloniaux de conservation et tout pour avoir une bourse, mais je crois que ça marche plus. Enfin bref, ces moments-là de négociation sont pas mal. Et puis après, bien sûr, quand il va dans la pampa, dans la jungle. Donc tu t'imagines traverser avec toute la logistique, arriver au temple, donc t'as les moustiques, t'as les serpents, t'as les scorpions, t'as plein de difficultés, la bouffe, t'arrives au temple, tu as juste quelques marteaux, quelques scies à pierre, quelques trucs comme ça, et tu dois après scier, décapiter des pagodes, enfin c'est pas des pagodes, mais des têtes d'Apsara, ou donc les Apsaras c'est les danseuses cambodgiennes, ou les Bouddhas tout simplement, ou d'autres, hein, parce qu'il y a les premiers temples d'Angkor ont été créé quand c'était l'ère bouddhiste, pardon. Donc ça va être des nagas, des trucs Ganesh, tout ça, mais ça a beaucoup été remplacé après par des symboles. Attendez, je viens de vous dire bouddhiste, je voulais dire hindouiste, mais après ça a été beaucoup remplacé par des bouddhistes aussi. En fait, quand il y a eu des rois bouddhistes après les rois hindouistes, ils ont remplacé certaines statues et voilà, ils ont enlevé les symboles hindouistes et ils ont mis des bouddhas à la place. Donc bref, que les mecs décapitent des bouddhas ou des apsaras, en tout cas, le gars est là avec sa statue et c'est extrêmement bien décrit. Et t'es vraiment dans le concret. C'est-à-dire, ok, là je suis dans le concret, j'ai 8 lames pour scier le truc, j'ai déjà baisé 7 lames, et j'en suis qu'à 30%. Qu'à 30% de la tête de la statue, tu vois. Et c'est genre, t'as grave de l'attention, et c'est quand même, comment ça s'appelle, une situation improbable, mais pourtant t'es plongé à fond dedans avec le livre, et où tu te dis, merde, comment on va faire pour finir de découper la statue, alors qu'on n'a rien, qu'on est à 3 semaines de n'importe où, qu'on n'a plus d'argent, qu'on n'a plus rien, etc. Et t'as vraiment une grosse tension autour de ça. Et puis après, la dernière partie, justement, ils vont essayer de récupérer un mec qui est légionnaire, enfin une espèce de gars de la Légion étrangère, mais qui est très épris de liberté. Et en gros, on t'explique dans le livre qu'il y a pas mal de Néerlandais et de Français qui sont allés dans ces tribus qu'on peut dire primitives de cambodgiennes ou siamoises, donc thaïlandaises. Et les mecs, en fait, ils ont réussi à s'imposer, je sais pas s'ils avaient des armes à feu sans doute, ou par d'autres moyens, et à devenir des chefs de guerre en fait dans ces clans-là. Ils ont pu fédérer des clans, ils ont pu dominer certains, etc. Alors il y en a pas eu beaucoup, hein, mais il y en a eu, ils t'en parlent un peu dans le livre, et c'est assez incroyable, parce que enfin tu vois, les Khmers, les Siamois étaient très, très durs au mal, c'était des guerriers des jungles en plus, donc c'est comment ça s'appelle, c'est spécial, tu vois, de marcher à moitié dans des marais avec les moustiques, les mecs peuvent se cacher, je sais pas s'ils avaient des sarbacanes ou autre. Vous voyez, c'est pas comme des montagnards, des mecs des forêts ou des gars du désert, c'est un climat, une configuration auquel les Occidentaux sont pas trop habitués. Mais en tout cas, voilà, il y a quelques mecs qui ont réussi à devenir des chefs de guerre dans ce truc-là. Et donc, tu as des descriptions de ces tribus Moïse assez incroyable, où en gros, donc les gars, ils ont réduit en esclavage, voilà, je vous le dis, oui, et c'était d'ailleurs commun, hein, que partout, hein, les Chinois ont fait de l'esclavage, les Moïse ont fait de l'esclavage, enfin, dans toutes les parties du monde, il y a de l'esclavage, mais là aussi, et même encore récemment, hein, puisque là, ça date des années 1900, il y avait encore des tribus cambodgiennes qui pratiquaient l'esclavage, et donc oui, les mecs ont chopé le légionnaire, l'ont réduit en esclavage, et au début, les mecs, ils vont chercher le légionnaire en croyant que le gars, parce que c'était quand même un mec avec un parcours extraordinaire, enfin, très fort tout ça, ils ont cru que le gars c'était pareil, était devenu un petit chef de guerre, et non, les mecs ils lui ont crevé les yeux, et il est comme une bête en cage, le mec s'est pas suicidé et tout, et déjà ça étonne les héros quand ils arrivent et qu'ils voient que le mec s'est pas suicidé, parce qu'ils se sont dit putain le gars c'est un dingo, il va pas se laisser comme ça, tu vois, genre s'il est comme ça, il se suicide, et donc déjà, enfin, vous voyez comment on voyage, et comment dans ce livre on atteint un peu des sommets en termes de réflexion et tout. Je vous dis, il y a toute une première
partie où c'est très métaphysique, c'est très des réflexions sur la vie, qu'est-ce que tu essayes d'avoir, à quoi ça rime, etc. Et c'est pas forcément tu vas pas forcément trouver des réponses, mais au moins t'as des échanges avec des mecs qui ont du vécu et tout, enfin dans le roman, qui sont, enfin je trouve qu'ils sont très percutants. Et à la fin t'as ces trucs là où tu te dis mais comment ça se fait, genre t'es un putain de bonhomme, pourquoi tu t'es pas suicidé, pourquoi t'acceptes d'être les yeux crevés, d'avoir rien à bouffer, d'être enchaîné par les mains et d'être l'esclave de ces Moïse. Enfin bref, et du coup les mecs après bon voilà, il y a des rapports de force qui s'instituent et des négociations. Parce qu'en gros, ces Moïse, ils disent, leur échelle de valeur, en gros, enfin leur manière d'accumuler du capital, vu qu'ils avaient pas trop d'industrie et tout, c'était d'avoir des jarres travaillées, des amphores. Et en gros, ben, les plus grands chefs de guerre, ils avaient une dizaine d'amphores, 20 amphores, et les mecs pouvaient se battre pour ces amphores. Enfin voilà. Donc après, je sais pas si c'est juste historiquement, mais enfin c'est assez rigolo. Tu te dis putain, ces mecs-là, c'est des tueurs. Enfin, qu'est-ce qui peut les galvaniser, tu vois? Et d'ailleurs, dans la trilogie de Gengis Khan dont je vous ai déjà parlé, pareil, Gengis Khan, à un moment, il vient dans une ville, il essaye de recruter un peu des mecs de la mafia locale pour conquérir la ville chinoise, pour un peu y rentrer en sous-main et tout. Et le mec, quand il visite le gars de la mafia là, il regarde les vases Ming et il dit mais pourquoi t'as ça? Enfin enfin, en gros, et qu'est-ce qui motive les Mongols à conquérir tout, et qu'est-ce qui motive ce mec de la mafia à avoir ce truc là? Bah bref, et donc ce qui motive c'est Moy, et ce qui est vraiment l'audi Q7 quoi des Moy, c'est ces jarres travaillées. Donc les mecs disent non mais nous on peut vous rapporter des jarres et tout, c'est pour se sortir de la situation où ils sont deux blancs contre 100 Moy d'éther. Et ben voilà, ils disent non on peut vous rapporter des jarres et tout. Donc enfin pareil, ça, ce truc fait voyager. Et c'est ça. Et tu te dis, putain, le mec, ça a été écrit par un résistant, par un putain de ministre de la culture. Enfin, t'imagines, le gars était ministre de la culture. Est-ce que d'ailleurs, il s'est exprimé là-dessus, sur les vols des trucs et tout? C'est assez controversé, parce que d'un côté, ça a permis d'apporter du tourisme à ces sites-là, qui après, les gens ont eu de l'argent pour mettre en valeur et puis se réapproprier leur culture. D'un autre côté, il y a pas mal de peuples, oui, qui ont complètement, qui ont laissé à l'abandon certaines œuvres, certains temples ou autres, et puis sans l'intervention des occidentaux qui étaient plus intéressés par la conservation et la visite de ces œuvres-là, peut-être que ces œuvres auraient pu être détériorées, volées par des pillards quelconques ou autres. Bon bref. Je sais pas si André Malraux s'est exprimé sur le sujet, mais ça pourrait être intéressant. En tout cas, le livre est chouette. Il faut passer la première séquence qui est chiante et métaphysique pour arriver sur du concret. Dernière œuvre, et alors là, autant les trois je vous les recommande, et je vous dis les deux premières c'est des trucs de fou, mais la troisième est bien aussi, autant là je me suis fait chier, j'ai failli me barrer du cinéma, mais bon, en fait la bande-annonce était super, My Name is Gulpilil, je suis allé voir un film avec mon père au cinéma, c'était Bullet Train, là, le truc avec Brad Pitt au Japon, enfin c'était pas mal, et il y a eu ça en bande-annonce au début, My Name is Gulpilil, donc le premier acteur 100% aborigène, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a été choisi, parce qu'il y a pas mal d'hybrides, enfin de métis entre aborigènes blancs, etc. Et eux les mecs pour le film voulaient vraiment un aborigène 100% et qui sache danser, qui sache faire certaines actions rituelles, etc. Donc il l'explique au début pourquoi il était connu. Donc il a été sélectionné quand il avait 14, 15, 16 ans pour faire un film. Il a fait ce film où vous le voyez là, il avait ça, je crois que d'ailleurs il était déjà un peu plus âgé, ça m'a pas l'air d'être lui quand il avait que 14 piges, mais bref, il a fait ce film qui a beaucoup voyagé, je crois qu'il a gagné une récompense, un Oscar ou un truc comme ça. Lui, l'aborigène, qui parlait quand même bien anglais et tout, donc il n'était pas 100% que chasseur-cueilleur, mais j'imagine qu'il a quand même été élevé un peu dans une culture aborigène originale, aurait rencontré la reine d'Angleterre, aurait déjeuné avec la reine d'Angleterre, voilà, et en fait il fait un film rétrospectif sur toute sa vie, où il dit bon, voilà comment j'ai vécu mes grands films, comment j'ai rencontré certaines personnes connues, est-ce que c'était bien, est-ce que l'alcool, la célébrité, ce qu'il pense de ce qu'apporte la culture occidentale en Australie, tout ça. Le film est pas trop mal, hein. T'as des scènes assez sympas, mais après je sais pas si c'est des vrais trucs ou s'ils ont préparé ça pour le film. Genre à un moment il y a une femme aborigène, elle se balade dans un marais, elle palpe le truc du marais, donc elle enfonce à presque 1 mètre ses bras dans le sol, et tu dis qu'est-ce qu'elle fait, et là elle sort un putain d'anaconda ou un serpent, tu vois, pour après
je sais pas, je crois que c'est pour le manger, hein, soit pour se faire du cuir, ça se fait pour le manger, et tu dis putain c'est quoi ce délire, genre tu vas mettre ta main comme ça, alors qu'en plus l'Australie, enfin vous savez tout ce qu'on dit sur l'Australie, t'as des petites araignées qui peuvent te tuer, des petits scorpions qui peuvent te tuer, les méduses qui peuvent te tuer, elles sont quasiment toutes là-bas, les serpents les plus venimeux au monde, je crois que c'est en Afrique le mamba noir, mais il y en a aussi en Australie, enfin il y a les scorpions, il y a énormément de trucs extrêmement dangereux, et pourtant c'est comme dans le film King Kong Skull Island là, t'arrives dans le truc, enfin t'as des dangers partout, et pourtant t'as les indigènes là, les autochtones de l'île qui sont un peu protégés par King Kong qui arrivent à survivre, et ben les aborigènes c'est ça, tu dis putain c'est vraiment enfin c'est des fous quoi. Après les kangourous, non si tu peux les chasser, tu peux les tuer à la lance et tout, c'est pas, j'imagine que c'est pas ce qu'il y a de plus dangereux. Puis justement les kangourous ont pu se développer parce qu'il y a des dingos, mais il n'y a pas de super prédateurs, il n'y a pas de loups, il n'y a pas. Enfin, si, je crois qu'il y a des loups un peu rouges, enfin, je crois. Mais il y a pas de tigres, il n'y a pas de lions, etc. Donc, ça, voilà, c'est comme le varan de Komodo, hein. Le varan de Komodo, il a pu se développer dans l'île de Komodo parce qu'il n'y avait pas de super prédateurs, il n'y avait pas de tigres ou autres qui pouvaient tuer les grands, les grands lézards. Et du coup, on appelle ça du gigantisme insulaire, hein. Vu qu'il n'y a pas de super prédateurs, certaines populations, certaines espèces qui auraient dû rester petites peuvent se développer, sortir de leurs conditions. Donc plus connu c'est Varan de Komodo, et après ça donne ces trucs là, et c'est bah bref, et en Australie c'est intéressant, donc on a peu l'occasion de regarder des films d'aborigènes ou autres. Après je discutais avec Kiba récemment qui me disait qu'il y avait des films d'horreur avec les aborigènes, donc c'est intéressant. Et puis quand même les films dont il parle là, celui qui a eu l'Oscar et tout, donne quand même envie un peu de s'intéresser à ces cultures. Moi je les ai pas encore vus. Ah mais tiens c'est ça, là quand il est jeune, là vous voyez quand il est avec sa peinture rituelle. Ben voilà, le film fait une bonne synthèse, mais il est chiant, enfin c'est compliqué hein, à regarder en une fois. C'était en anglais, puis il y a pas mal de trucs qui... Enfin, si, mais il y a quand même des trucs tout change. Genre, quand il parle de la médecine blanche, il dit white medicine, white magic, etc. Enfin, on sait pas trop après s'il joue un rôle, d'ailleurs, en disant magic ou autre, pour un peu, tu sais, faire en mode... moi, je suis le mec qui parle un peu avec des mots, des mots issus de ma culture. Enfin, vous voyez, genre... Le mec est tourné dans des films à 14 ans, maintenant il en a 75. C'est bon, en 60 ans, t'as compris que c'était pas de la magie, de la médecine. Donc t'es pas obligé de dire white magic, tu vois, même si t'as vécu de 1 à 14 ans. Mais même, il parlait déjà bien anglais à 15 ans. Donc le gars était déjà très occidentalisé depuis le début. Donc vous voyez, il joue un peu un rôle dans son truc, et ça se voit, même quand il y a des extraits de ses one-man shows, parce qu'il a fait des one-man shows aussi. Ça se voit qu'il joue beaucoup, qu'il souligne le trait... identitaire aborigène, et qu'il en rigole sur certains points, mais bref oui, il dit oui, soigner mon cancer et tout avec les médicaments et tout, et il te présente ça un peu comme si c'était un truc étonnant pour lui qui vient d'une société sous-développée techniquement, et que là voilà, oh, tu peux soigner des cancers alors que nous on peut pas en tant qu'aborigène, etc. Donc voilà, il peut y avoir des petits trucs intéressants sur ce que peut apporter, on va dire l'occidentalisation, vous voyez ce que je veux dire, la colonisation tout simplement, c'est le terme. Mais il parle pas trop de tout ce comme de ce qu'aurait pu parler Richard Wagamese dans son truc, ce qu'ont subi les aborigènes, parce qu'on sait, on l'a vu en cours d'anglais, hein, que les mecs, c'était pas, il y a eu des trucs un peu comme ce que j'ai décrit en Amérique, enfin bref, au Canada quoi, avec les Amérindiens. Donc voilà, un peu, mais quand même très intéressant le film, mais chiant. Mais bon, je vous le conseille quand même. Il est au cinéma en ce moment, mais je vous dis, payez pas pour ça. Essayez de le regarder si les aborigènes. Parce que moi, voilà, j'avais jamais vu de truc d'aborigènes et ça m'intéresse un peu ce peuple. Donc c'était l'occasion un peu d'en découvrir. Et puis surtout, le mec te fait la liste des films. Et derrière, tu dis, ok, je vais essayer d'aller voir ces films quand même. Mais après, voilà, c'est des films par des Occidentaux. Et donc ça se vend pas, c'est pas forcément une image neutre. Vous voyez, c'est comme les dieux sont tombés sur la tête avec les Khoisan. On te présente quand même des trucs. Enfin voilà, c'est tourné d'une manière à peut-être montrer plus le côté primitif, plus le côté pas développé technologiquement des indigènes. Donc il y a un truc qui peut échapper à la réalité, mais bon, c'est quand même, je pense qu'il y a quand même quelques trucs vrais. Et puis à tout le moins, c'est des paysans et ça peut être des bons films. Allez l'élite. Mais voilà, c'était la fin, 34 minutes, bon ça va, je voulais en faire 30, mais c'est bien. Comme je vous l'ai dit, dites-moi la box, Discord ou autre, si vous voulez que je vous amène même La Voix Royale ou Jeu Blanc, les deux sont très bons.
Et voilà, j'espère que Wissam va accepter mon combat. Moi, ça m'amuserait bien de le frapper ou d'échanger des coups avec lui, tout simplement. Enfin, frapper, de combattre, voilà, c'est le terme. Parce que frapper, c'est un peu unilatéral, mais non. Avec un coach et ton matériel, tu peux tout à fait. Et puis même, oui, parce que son coach lui dit oui, effectivement, dans les sports de percussion comme ça, c'est mieux d'avoir des longs membres parce que tu peux garder à distance et tout. C'est vrai, mais après si tu travailles beaucoup tes accélérations, le fait d'être au corps à corps, parce que d'avoir des petits segments, ça te permet de mettre des crochets beaucoup plus rapides au corps, remonter à la tête, enfin uppercut, tout ça. Donc tu as une maîtrise du corps à corps qui peut être bonne si tu arrives à gérer à ce que le mec t'encercle pas avec une fois que tu arrives au corps à corps. Donc c'est moitié-moitié. Mais c'est vrai qu'en règle générale, c'est plus simple pour les plus grands. Mais après, je sais pas, hein, moi je fais 1m77, hein, je suis pas non plus très grand. Et bref, voilà. Donc voilà, c'est terminé pour ma vidéo. J'espère qu'elle vous plaira, mes bons clés. Et je vous ai pas trop posé de questions, mais écoutez, oui, moi j'aime bien voir après ce que vous me disiez. Donc dites-moi si vous connaissez un peu des films sympas sur les aborigènes. Dites-moi si vous avez d'autres livres sur les indigènes qui sont sympas. Des indigènes européens, nonobstant, notamment. Doit en rester. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, des mecs qui sont pas trop mondialisés, tout ça. Bon, pourrait parler des Roms, mais c'est pas, on va dire que c'est pas ce qui m'intéresse le plus, mais il doit y avoir des trucs. Albanie, enfin, il y a une vidéo intéressante sur les Dagestanais, Tchétchènes, pourquoi ils sont autant portés sur les sports de combat, tout ça. Enfin bref, il doit y avoir des livres. Ah, j'avais lu un livre sur des Tchèques, mais pareil, ça, les mecs étaient déjà dans la société de consommation, tout ça. Donc c'était pas. Mais bref, oui. En Europe, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? Il pourrait y avoir des tribus d'éleveurs de rennes, comme Simo Aya. Voilà, donc si vous avez des Simo Aya, la mort blanche. Voilà, si vous avez des Inuits, oui, c'est un peu l'Europe aussi. L'Europe, comment on appelle ça, la Laponie, ce genre de. Bon, après, Inuit, c'est quand même très asiatique, quand même. Ça s'étend du Canada jusqu'à la Sibérie. Mais bref, non, mais la tribu de Simoaya, là, ça pourrait être intéressant. Donc, je vais me renseigner un peu là-dessus. Vous savez, parce qu'ils ont vraiment des têtes spéciales, hein, ces mecs-là. Simoaya, ils sont petits, tout petits. Et on dirait qu'ils. Enfin, c'est spécial. Ils ont comme les Bretons un peu, parce qu'il y a une théorie qui dirait que des Bretons descendent un peu des Mongols, et donc ils sont à la fois très blancs, très caucasiens, mais avec des yeux bridés. Et c'est un peu ça ce qu'ils sont. Donc j'aimerais bien m'intéresser à ces mecs-là. Allez, bref. Je vous souhaite une excellente journée à vous, et on se retrouve demain pour une vidéo sur le Raptor normalement, ou autre, hein, mais bon, il y aura une vidéo sur le Raptor qui sortira bientôt. Allez, salut l'élite, merci à vous pour me suivre, merci à vous de me suivre, je veux dire, et regardez s'il vous plaît mes vidéos sur les vlogs avec ma femme au Cambodge, qui sont très intéressants, et où j'ai mis pas mal d'investissement là-dedans. Et puis voilà, allez, à la prochaine, salut, et merci.